Cameroun, le gouvernement fantôme 8 mois de silence, de guerre secrète et de pays en chute libre. Imaginez un pays. Un pays où le président prête serment, annonce un nouveau gouvernement, et 8 mois plus tard rien. Silence. Néant. Imaginez un pays où les ministres en place gouvernent comme des fantômes, sans feuille de route, sans légitimité renouvelée, sans cap, un pays où les bailleurs de fonds s'impatientent, où le pape lui-même a dû hausser le ton lors d'une visite apostolique, où la population suffoque sous une inflation galopante, et où, au sommet de l'État, on est trop occupé à se battre pour les fauteuils. Ce pays, vous le connaissez. C'est le Cameroun. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment dans les hautes sphères du pouvoir à Yaoundé. Ce que les communiqués officiels ne vous disent pas. Ce que les conseillers murmurent dans les couloirs du palais d'Etoudi. Ce que les analystes n'osent pas dire à voix haute. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. Partie 1, contexte et fait, le serment qui n'a rien changé. Nous sommes le 6 novembre 2025. Paul Biya, 93 ans, prête serment pour un nouveau mandat présidentiel. La scène est solennelle, protocolaire, presque théâtrale. Les caméras du monde entier sont là. Les drapeaux flottent. Les hymnes résonnent. Et dans son discours, le chef de l'État prononce ces mots qui vont rester gravés dans les mémoires ou plutôt, qui vont finir par hanter les esprits. Le gouvernement qui va intervenir dans les prochains jours devra immédiatement se mettre au travail. Dans les prochains jours. Voilà ce qu'il a dit. Mais attendez. 8 mois se sont écoulés depuis ce serment solennel. 2 saisons ont tourné. Les mangues ont fleuri et mûri. Les pluies sont venues, reparties. Les enfants ont passé leurs examens. Les marchés se sont vidés et remplis. Et le gouvernement promis, dans les prochains jours? Il n'est toujours pas là. Le gouvernement qui gouverne aujourd'hui le Cameroun, savez-vous quand il a été formé? Le 4 janvier 2019. Vous avez bien lu. 2019. Un gouvernement vieux de plus de 6 ans qui continue d'occuper les ministères, de signer des décrets, de prendre des décisions engageant la République sans mandat renouvelé, sans nouvelle feuille de route, dans une sorte de limbe institutionnel qui n'ont rien d'anodin. Et ce n'est pas une petite affaire. Parce qu'en politique, quand un gouvernement reste en place aussi longtemps sans être renouvelé, ce n'est jamais par hasard. Il y a toujours une raison. Ou plutôt, comme au Cameroun, plusieurs raisons. Des raisons enchevêtrées, complexes, parfois contradictoires, qui révèlent l'état réel d'un pouvoir. Mais avant d'aller plus loin, posons le décor. Le Cameroun est un pays de 30 millions d'habitants. 10e économie d'Afrique subsaharienne selon certains classements. Un pays riche en ressources naturelles, pétrole, cacao, café, bois, minerais. Un pays qui aurait toutes les cartes en main pour être un modèle de développement sur le continent africain. Et pourtant, ce même pays vit depuis des années sous le poids d'une gouvernance en roue libre. La crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dure depuis 2016, faisant des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. L'inflation ronge le pouvoir d'achat des ménages. La corruption est institutionnalisée au point qu'elle est devenue une composante normale du fonctionnement de l'État. Et pendant ce temps, au sommet, on se bat pour les chaises. C'est dans ce contexte que le blocage du nouveau gouvernement prend toute sa dimension. Ce n'est pas un simple retard administratif. Ce n'est pas une question de timing politique. C'est le symptôme d'une crise profonde au cœur même du système Biya. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour comprendre vraiment ce blocage, il faut entrer dans les coulisses. Et les coulisses, mes amis, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Partie 2, le conflit, la guerre des clans à Etoudi. Au palais d'Etoudi, il y a un mot qu'on prononce à voix basse. Ce mot, c'est « positionnement ». Depuis plusieurs mois, selon des sources proches du dossier rapporté par le journal Cameroun Horizon, les hautes sphères de l'État camerounais sont le théâtre d'une guerre souterraine féroce. Une guerre sans armes visibles, mais avec des enjeux colossaux. Une guerre de positionnement, de réseau, d'influence et, osons le dire, une guerre de succession. Parce que voilà la vérité que tout le monde voit mais que personne ne dit officiellement, Paul Biya a 93 ans. Il est le plus vieux chef d'État en exercice d'Afrique. Et dans les cercles du pouvoir à Yaoundé, une question obsède tout le monde, même si elle est taboue, même si on vous regarde de travers rien que pour l'avoir posée, que se passera-t-il après? C'est cette question non dite, cette angoisse existentielle des élites politiques camerounaises,
qui explique en grande partie le blocage actuel du gouvernement. Regardons les acteurs en présence. Premier clan, Ferdinand Ngo. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. L'homme le plus puissant après Biya dans l'organigramme officiel. Un technocrate discret, loyal, qui a su construire au fil des années un réseau d'influence tentaculaire au sein des institutions de la République. Ferdinand Ngo, c'est l'homme qui gère les dossiers. Qui filtre les informations qui arrivent au président. Qui contrôle les accès. Dans un système présidentialiste comme celui du Cameroun, le secrétaire général de la présidence est un acteur d'une puissance considérable, souvent plus puissant dans les faits que certains membres du gouvernement. Mais Ngo n'est pas seul dans la course. Deuxième clan, Samuel Mvondo Ayolo. Ministre, directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Un autre homme de l'ombre, un autre pilier du système. Mvondo Ayolo, c'est l'interface entre le président et les institutions civiles de la République. Son rôle est à la fois protocolaire et stratégique. Et depuis quelques mois, son influence serait montée en puissance, créant des frictions avec le réseau de Ngo. Deux hommes, deux réseaux, deux visions ou du moins deux ambitions. Et quelque part entre les deux, les dossiers du gouvernement qui stagnent, qui se bloquent, qui attendent que l'arbitre tranche. Mais attendez. Parce qu'il y a un troisième acteur dans cette équation. Et celui-là, on n'en parle jamais officiellement. Troisième clan, Chantal Biya. L'épouse du chef de l'État. La première dame. Selon plusieurs sources concordantes citées par Cameroun Horizon, Madame Chantal Biya aurait, ces derniers mois, considérablement accru son influence dans la prise de certaines décisions engageant la République. Son rôle ne se limiterait plus aux actions humanitaires et caritatives auxquelles l'opinion publique l'a traditionnellement associée. Elle serait désormais, selon ces mêmes sources, un acteur politique à part entière avec son propre réseau, ses propres relais, ses propres préférences en matière de composition gouvernementale. Trois clans. Trois réseaux. Trois agendas. Et au milieu de tout cela, Paul Biya lui-même, dont l'état de santé, bien qu'officiellement présenté comme satisfaisant, fait l'objet de multiples spéculations depuis des mois. Un président qui, selon des informations relayées par plusieurs médias camerounais, aurait choisi une stratégie aussi étonnante qu'inquiétante face à ces guerres de clans, faire le mort. Vous avez bien entendu. Faire le mort. Laisser les clans se battre. Observer. Ne pas trancher. Ne pas arbitrer. Une stratégie qui peut sembler calculée, laisser les prétendants s'affaiblir mutuellement avant d'intervenir. Mais une stratégie qui, pendant ce temps, coûte au pays un prix exorbitant. Parce que pendant que les clans s'affrontent, pendant que les réseaux se livrent bataille dans les couloirs feutrés d'Etoudi, le Cameroun, lui, continue de couler. Et ce n'est pas tout. Partie 3, révélation et décryptage, les pressions qu'on ne vous dit pas. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus révélateur. Parce que la guerre interne à Etoudi ne se passe pas dans le vide. Elle se passe sous le regard de plusieurs acteurs extérieurs qui, eux aussi, commencent à perdre patience. Premier acteur de pression, le FMI. Le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods qui surveille les économies africaines avec la précision d'un comptable suisse. Le FMI, qui conditionne actuellement son appui budgétaire au Cameroun, l'argent dont l'État a désespérément besoin pour boucher ses trous financiers, à des réformes concrètes. Et parmi ces réformes, il y en a une qui revient systématiquement dans les discussions, le renouvellement des dirigeants dans les entreprises publiques. Comprenez bien ce que cela signifie. Le FMI ne demande pas simplement des tableaux Excel et des projections macroéconomiques. Il demande des têtes. Il demande des changements. Il demande la preuve que l'État camerounais est capable de se réformer, de se renouveler, de mettre fin à une culture de l'immobilisme qui gangrène ses structures depuis des décennies. Et le nouveau gouvernement qui tarde à venir, c'est précisément le signal que ces réformes ne viennent pas. C'est le signal que l'État est paralysé. C'est le signal qui inquiète les partenaires financiers et qui risque, à terme, de fermer des robinets financiers dont le Cameroun a urgemment besoin. Deuxième acteur de pression, l'Église catholique. Et ici, mes amis, on entre dans quelque chose d'extraordinaire. Du 15 au 18 avril 2026, le pape Léon XIV, le nouveau souverain pontife élu en mai 2025 après le décès du pape François, a effectué une visite apostolique au Cameroun. 4 jours. Messe géante, rencontre avec les autorités, discours.
Mais ce qui a retenu l'attention des observateurs les plus avisés, c'est le ton. Un ton décrit par plusieurs analystes comme peu diplomatique. Un ton qui a surpris, qui a choqué même certains membres de l'establishment camerounais. Le pape, dans ses prises de parole, aurait abordé des thèmes comme la gouvernance, la responsabilité des dirigeants envers leur peuple, la nécessité d'engager des réformes courageuses. Des messages qui, dans le contexte camerounais actuel, résonnent comme des avertissements adressés directement au sommet de l'État. Car il faut rappeler que le Cameroun est un pays à majorité chrétienne, où l'Église catholique joue un rôle social et moral considérable. Quand le pape hausse le ton lors d'une visite apostolique dans un pays, ce n'est pas anodin. C'est un signal politique d'une rare puissance symbolique. Et Paul Biya ? Face à cette pression papale, face aux injonctions du FMI, face aux guerres de clans internes ? Muet comme une carpe. L'expression est du journal Cameroun Horizon, et elle est saisissante de précision. Muet comme une carpe. Pas de décret. Pas d'annonce. Pas de signal. Un président qui préside sans gouverner, qui règne sans diriger, dans ce que certains observateurs n'hésitent plus à appeler une « gouvernance fantôme ». Mais comprenons bien pourquoi ce silence est si dangereux. Dans une démocratie, même imparfaite, même en voie de consolidation, l'un des mécanismes fondamentaux de fonctionnement de l'État, c'est le renouvellement régulier des équipes gouvernementales. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une simple procédure administrative. C'est le mécanisme par lequel un chef d'État affirme sa vision, trace sa feuille de route, envoie des signaux à ses partenaires nationaux et internationaux. Quand ce mécanisme se grippe, c'est tout le système qui se grippe. Les fonctionnaires ne savent plus qui commande réellement. Les investisseurs hésitent, attendant des signaux clairs. Les bailleurs de fonds retiennent leur versement. Les réformes promises restent dans les cartons. Et pendant ce temps, sur le terrain, la vie des Camerounais ordinaires continue de se détériorer. Un gouvernement bloqué, ce n'est pas qu'une affaire de politique politicienne. C'est des routes qui ne sont pas réparées. C'est des hôpitaux qui manquent de médicaments. C'est des enseignants qui n'ont pas été payés à temps. C'est des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi et qui, de plus en plus nombreux, regardent vers l'Europe ou le Canada avec des yeux pleins d'espoir et de désespoir. Et ce n'est pas tout. Parce que derrière ce blocage gouvernemental, il y a une autre dimension que nous n'avons pas encore abordée. Une dimension qui éclaire tout le reste d'une lumière crue et impitoyable. Partie 4, analyse satirique approfondie. Le Cameroun, championnat des chaises musicales sans musique. Permettez-moi maintenant de vous parler franchement. Et je veux dire, franchement à la camerounaise. Il y a une blague qui circule dans les maquis de Yaoundé, dans les boulangeries de Douala, dans les taxis de Bafoussam. La blague dit ceci: au Cameroun, on attend le gouvernement comme on attend la pluie en saison sèche. On sait qu'elle va venir un jour, mais personne ne sait quand, et en attendant, les champs meurent. Ce n'est plus vraiment une blague. Réfléchissons ensemble à ce que signifie concrètement avoir un gouvernement formé le 4 janvier 2019 encore en place en juin 2026. 7 ans. 7 années pendant lesquelles le monde a changé de visage. 7 ans pendant lesquels la pandémie de Covid-19 est passée, laissant des économies sinistrées. 7 ans pendant lesquels les prix du carburant, de la farine, de l'huile de palme ont explosé.